Watokofo, Timoezine, Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Dans l'actualité, aujourd'hui, violence encore et toujours dans les établissements scolaires. Le village de Tsarano est une fois de plus sous les feux des projecteurs. Et ce, depuis quelques jours. Pierre Bellucci nous fera le point sur la situation au début de ce journal. Mais d'abord, voici les titres de ce vendredi 7 octobre. L'Assemblée générale de l'Union départementale des associations familiales de Mayotte a lieu ce matin au sein de l'hémicycle Younoussa Bamana. Présentation des associations adhérentes, partenariat avec la Ligue de l'enseignement et le Conseil départemental, service de médiation familiale et de tutelle, l'UDAF continue de représenter et de défendre les droits et intérêts des familles mahoraises. L'organisme de microcrédit professionnel vient de lancer sa nouvelle campagne intitulée « Il n'y a pas d'âge pour créer sa boîte ». Le but est d'inciter tout un chacun, quel que soit son âge ou ses compétences, à créer son entreprise. Pour cela, l'ADI va sillonner l'île durant 5 jours à la rencontre des futurs patrons de demain. Explication. La 4e édition du Ciné-Brousse débute ce soir. Au programme 5 séances gratuites en plein air avec la projection du dessin animé Les Mignons et du blockbuster Fast and Furious 7. L'événement qui avait attiré 3500 personnes l'an passé revient plus fort que jamais. En effet, un partenariat avec les bus à l'eau a été mis en place afin d'amener petits et grands sur les lieux des séances. Reportage à la fin de cette édition. Et je vous le disais en titre, aujourd'hui, les élèves, les professeurs, les agents du lycée de Tsarano ont une fois de plus été pris en otage par des actes de violence. Fait très surprenant et incroyable, les gendarmes ont à leur tour aussi été pris au piège. Pierre Bellucci, bonsoir. Bonsoir Isabelle, bonsoir à tous. De nombreuses péripéties aujourd'hui, tout au long de la journée à Tsarano. Pierre, que s'est-il réellement passé ? Oui, alors ça continue à Tsarano, donc les élèves sont toujours en grève par rapport à ce qui s'est passé dans la semaine. À midi, des bandes sont arrivées armées, c'était mardi midi, donc depuis ils sont vraiment en colère, ils demandent plus de sécurité, ils en ont vraiment ras-le-bol. Donc voilà, ils ne vont plus en cours, ils ont fait un sitting ce matin, ils sont restés assis et la gendarmerie, on le voit sur ces images, la gendarmerie est arrivée sur place un peu tard, ils sont arrivés sous les huées des jeunes qui étaient vraiment très remontés envers les gendarmes parce qu'ils ont l'impression que voilà, ils ne sont pas suffisamment là, que c'est de leur faute. Donc les gendarmes sont rentrés dans l'établissement et ensuite n'ont pas pu sortir. Ça a duré près de 30 minutes. Ils étaient vraiment bloqués à l'intérieur. Lorsqu'ils sont repartis, les gendarmes sont repartis avec leur véhicule. Il y avait des élèves qui frappaient sur le véhicule, qui tapaient en criant. Donc voilà, on voit la colère. Et quelques minutes plus tard, aux alentours de midi, à nouveau, des bandes armées sont arrivées sur place, cagoulées avec des sacs à dos remplis de cailloux, et ils se sont mis à l'intérieur de l'établissement à caillasser tout ce qu'ils voyaient sur leur passage. Donc voilà encore des scènes terribles qu'ont dû vivre ces jeunes élèves. Et ce qui est fou, c'est que voilà, ce matin, ils étaient en sitting pour dire on veut plus de sécurité, il faut faire quelque chose. Et à midi, ça recommence à nouveau. Une explosion de violence au sein de l'établissement avec des jeunes qui franchissent les barrières pour rentrer, le portail pour rentrer, escalader, cagoulés avec... C'est des scènes assez incroyables. Les forces de l'ordre ont mis près d'1 heure à arriver. Donc beaucoup d'enfants sont allés à l'infirmerie. Il y a eu des blessés. Il y a surtout beaucoup de panique encore, des cris, de l'angoisse. Donc c'est une situation qui ne peut plus durer. Il va falloir vraiment qu'il y ait une intervention rapide. Les gendarmes qui sont arrivés, vous le disiez, 1 heure, voire 1 heure après que des jeunes aient escaladé la grille de l'établissement. Ils ont à la suite été escortés. Oui, alors effectivement, ensuite, les enfants ont été escortés par les gendarmes. La plupart des élèves sont rentrés chez eux via les bus. Ils ont été escortés jusqu'au bus pour regagner leur commune, leur village d'origine. Et voilà, et surtout, ce qui est terrible, c'est que dans la matinée aussi, ça a dégénéré à nouveau au lycée de Chirongi, comme la semaine dernière, on se souvient. Là aussi, il y a eu de la violence à Chirongi. Ça continue. Ce soir, c'est les vacances. Je crois qu'il était temps parce que là, ça commençait vraiment à chauffer dans les établissements scolaires et on voit que les forces de l'ordre sont complètement débordées et elles ne peuvent rien faire, elles n'ont pas les moyens d'agir. Voilà, hier, il y avait eu un exercice d'intrusion terroriste éventuelle. C'était une simulation. Lorsque l'on voit comment ces jeunes rentrent facilement dans les établissements,
on a quand même de quoi se poser des questions et on a vraiment de quoi s'inquiéter. Et ces jeunes s'inquiètent, c'est pour ça aussi qu'aujourd'hui ils sont en grève. Alors certains vont dire oui, ça les arrange de ne pas aller en cours, mais je pense qu'il faut se mettre un peu à leur place lorsqu'on voit des énergumènes arriver comme ça, cagoulés, avec des cailloux et caillassés à tout va. Ça quand même, c'est des scènes qu'on ne veut surtout pas voir dans des établissements scolaires. C'est très grave. Si ça se passait en métropole, ça ferait la une et il y aurait des actions coup de poing qui seraient menées de la part des autorités parce que ça passerait vraiment pas. Donc il faut essayer de considérer Mayotte comme un territoire qui aussi a besoin de sécurité, avec des jeunes qui ont besoin plus qu'ailleurs d'apprendre dans de bonnes conditions. Et là, c'est vraiment pas le cas. Pierre, sur ce même plateau, hier soir, on parlait de sacralisation des établissements scolaires. Oui, effectivement, on ne cesse d'en parler, mais il ne se passe rien. Et comme on disait encore hier soir, on a l'impression que c'est de plus en plus violent. C'est ça qui est terrible. C'est que là, les bandes reviennent, il y a des représailles ensuite, ça ne s'arrête pas. Et pour endiguer ça, c'est très compliqué. Et les forces de l'ordre ne sont pas en nombre suffisant. La preuve, ils ont mis 1 heure à intervenir. Ça prouve qu'en 1 heure, il peut se passer beaucoup de choses. Imaginez si vraiment ça dégénère. Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise de plus à un moment donné? Il va falloir que chacun prenne ses responsabilités et que surtout les autorités, elles prennent leurs responsabilités parce que c'est elles qui ont cette responsabilité-là, qui ont cette fonction régalienne d'assurer la sécurité et la sécurité surtout d'élèves comme ça qui pour la plupart sont mineurs. Merci beaucoup Pierre pour ces précisions et vous le disiez très justement aujourd'hui, ce soir, c'est les vacances et je pense que tout le monde en avait grandement besoin. Tout à fait. Et sans transition maintenant, ce matin dans l'hémicycle Younoussa Bamana s'est tenue une assemblée générale de l'UDAF, l'Union départementale des associations familiales de Mayotte, au programme renouvellement partiel du conseil d'administration, présentation du développement de partenariats avec la Ligue de l'enseignement, mais aussi introduction des services aux familles et de l'équipe permanente. Retour sur le rôle de l'UDAF et les avancées apportées pour le territoire dans ce reportage signé Adèle Laurent. Dans chaque département français, l'UDAF a pour mission de promouvoir, défendre et représenter les intérêts de toutes les familles. Pour ce faire, l'Union départementale des associations familiales rassemble les associations du département et assure la coordination et l'animation du mouvement familial. Lydie Adiguet nous explique l'intérêt de fédérer ces associations. Il ne faut pas oublier que l'institution UDAF, son but c'est de travailler avec toutes les familles de Mayotte. Et au sein de justement toutes les associations, on aura les différents types de familles. On travaille avec par exemple ADAPI, c'est une association qui s'occupe des personnes handicapées. On va travailler aussi avec Wadzaliwa Maori, l'association que j'ai citée tout à l'heure. C'est une association qui travaille avec les personnes âgées. Et d'ailleurs, on a créé, je suis très fière, on a créé le 21 septembre une association des aidants familiaux à Mayotte. 15 associations familiales adhérentes et 10 en cours d'agrément. Pour le président de l'UDAF, réélu ce matin, il est important de fédérer les efforts en ce qui concerne l'accompagnement des familles. Mais il est également nécessaire de lier des partenariats. Ainsi, l'UDAF développe en collaboration avec la Ligue de l'enseignement un dispositif visant à lutter contre l'illettrisme. Il a également pour partenaire le conseil départemental. Comme il est le chef de file quand même de l'action sociale, nous ne pouvons pas mettre en place un service sans l'aval ou même l'autorisation du conseil départemental. Donc c'est déjà une première chose. La deuxième chose, ils vont probablement faire des appels à projets sur des actions, sur des services. Donc ils vont solliciter forcément l'UDAF. Donc c'est vraiment un partenaire important. Lors de l'Assemblée générale de ce matin, les services de tutelle et de médiation familiale ont été présentés. La mission de ce dernier est d'accueillir les couples en instance de divorce ou déjà séparés, ainsi que leurs enfants, afin de leur offrir un espace de dialogue et de les accompagner dans la plus grande confidentialité. Il y avait une urgence par rapport à la médiation familiale, étant donné qu'en même temps, la médiation familiale de Tama est fermée, donc toutes les mesures ont été orientées vers l'UDAF. Donc il y a vraiment un réel besoin de développer encore plus cette partie, parce qu'il y a vraiment des besoins qui sont remontés par les services de l'État et des collectivités locales. Ce service de médiation familiale apporte une réponse appropriée aux problèmes rencontrés par les familles. Mais il fait face actuellement à des difficultés. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes en surcharge, à savoir un médiateur doit par an effectuer 50 mesures. Je suis arrivée à 100 mesures au jour d'aujourd'hui, même plus que 100 mesures. C'est pour vous dire le besoin qu'il y a sur le territoire, mais aussi une carence de professionnels dans ce domaine-là. Ce qui m'amène au jour d'aujourd'hui à lancer un appel, à savoir former des médiateurs pour que nous puissions au jour d'aujourd'hui mieux accompagner ces familles et aussi protéger ces enfants
qui, à un moment donné, se retrouvent mis en difficulté par des conflits qui peuvent être réglés par les parents, soit être accompagnés par des professionnels ou au sein de la famille. Un besoin de personnel formé pour un meilleur accompagnement des familles et pour mieux défendre les intérêts des enfants, première victime dans un conflit familial. L'UDAF représente et protège également toute personne ayant des altérations physiques et mentales médicalement constatées, avec son service de tutelle effectif depuis le 6 septembre 2016. Il y a un besoin d'accompagner toutes les personnes qui sont dans une situation difficile, c'est-à-dire qu'ils ont besoin d'être protégés. C'est des majeurs dites protégés, justement, qui devraient être accompagnés dans tout leur domaine de la vie quotidienne, c'est-à-dire dans la gestion budgétaire, administrative et tout ce qui va avec, dans le respect de leurs droits et de leur dignité. Il faut souligner ça, que la personne elle est accompagnée, mais bien sûr entendue par rapport à ses attentes et à ses besoins. Depuis sa création sur le territoire en août 2014, l'UDAF a amplement enrichi l'offre de services d'accompagnement des familles. L'Assemblée générale de ce matin a de plus permis de réaffirmer l'engagement de l'UDAF en matière de défense des droits et des intérêts matériels et moraux des familles mahoraises. Et nous devions recevoir ce soir sur le plateau Nailani Afoussati, la gérante du Bengali, mais elle n'a malheureusement pas pu être présente avec nous ce soir. Elle devait nous faire le point sur la situation au Bengali, effectivement, après 4 mois à s'occuper, à loger, à nourrir les décasés de la République, comme on les a appelés. Que se passe-t-il 4 mois après? Pierre, vous êtes resté avec nous sur ce plateau, elle devait nous faire le point. Que se passe-t-il aujourd'hui au Bengali? Effectivement, elle devait nous faire le point jusqu'à il y a quelques minutes. Elle ne savait pas si elle allait être libérée. Pourquoi? 25 familles aujourd'hui sont à reloger. Elle est en charge du relogement des familles. Donc, elle doit prendre en charge pendant 3 mois le relogement de toutes les familles. 25 familles. 19 ont déjà été replacées, relogées. Et elle en a encore 19 donc, aujourd'hui à reloger. 5 seulement ont été relogés. Et aujourd'hui, elle a été appelée à 16h par la préfecture et la Croix-Rouge, justement pour placer à nouveau 5 familles dans le sud. Donc voilà, elle a expliqué qu'elle ne pouvait pas être là. Elle aurait beaucoup aimé justement venir nous dire où est-ce qu'on en était exactement. Parce que voilà, mais la préfecture en avait décidé autrement. Et on est dans une procédure assez extraordinaire puisque c'est aujourd'hui le Bengali. Alors effectivement avec apparemment des financements, 75 € pour reloger. Et notamment elle a donné tout un mobilier. Donc tous ont, chaque famille a un mobilier au niveau de la chambre, un lit pour reloger ses familles. Mais c'est un peu opaque, très opaque même depuis plusieurs semaines. On n'entend plus parler, on sait que la préfecture ça dérange. Au niveau du Bengali, on est allé sur place aujourd'hui, c'est pour ça qu'elle devait être sur notre plateau, parce que nous n'avions pas de nouvelles, on avait beaucoup de difficultés. Et en interne, à l'intérieur, on avait énormément de plaintes de personnes qui nous disaient qu'ils n'avaient plus l'électricité dans leur bungalow, qu'ils ne pouvaient pas, qu'ils n'étaient toujours pas relogés. Donc voilà, donc la situation était très compliquée. Donc nous devions avoir ce soir justement la gérante afin qu'elle fasse le point. Elle n'a pas pu être là, c'est vraiment dommageable. Maintenant, on va essayer de très bientôt faire le point avec elle, aussi avec les services de l'État, parce que de leur côté, c'est vrai que c'est le silence radio. Le Bengali dérange, les expulsés de la République dérangent, et on n'en parle pas, on n'en parle plus. Voilà, c'était aussi l'objectif, le fait de les placer au Bengali, ça permettait qu'ils ne soient plus place de la République et qu'ils ne soient plus vus. Maintenant, effectivement, c'est une problématique, et on le sait avec le climat actuel, avec aussi les propos du collectif de Mayotte qui a parlé de décasage futur dans les prochaines semaines, dans les actions coup de poing, il prévoit encore des décasages. Donc on imagine que du côté de la préfecture, effectivement, c'est aussi un peu compliqué, mais on aimerait bien un peu plus d'informations et un peu plus, j'allais dire, un peu moins d'opacité sur ce sujet quand même très très important. Pierre, c'est quand même une situation assez incroyable. On a une entreprise privée qui propose effectivement de reloger ces décasés. La préfecture accepte moyennement effectivement de payer le couvert. Oui. Et aujourd'hui, c'est à elle, cette entreprise privée, de les reloger? Oui, alors encore une fois, c'est pareil, au niveau des conventions, on a un peu du mal à savoir ce qui a vraiment été signé. Il y a une nouvelle convention, on sait, qui a été signée très dernièrement, il y a quelques jours, qui a été signée.
l'argent à nouveau a été injecté au niveau de cette convention et du Bengali. Maintenant, combien tout ça, on ne sait pas et on aurait aimé savoir ce soir. Voilà, ça n'est pas possible, mais en tout cas, on espère vraiment qu'il va y avoir un peu plus d'informations sur le sujet parce que c'est très important et même nous on fait vraiment face à une espèce de blocage à ce niveau-là, donc c'est quand même très problématique. Merci Pierre pour ces précisions. Encore une fois, c'est un dossier que nous suivrons bien évidemment de très près. Sans transition maintenant, il n'y a pas d'âge pour créer sa boîte. Tel est le slogan de la nouvelle campagne de l'ADI, l'organisme phare du microcrédit professionnel. Objectif, comme toujours, encourager et soutenir l'initiative entrepreneuriale, oui, à Mayotte. Mayotte a besoin de créateurs d'entreprises et de nombreux secteurs d'avenir. Reste à pourvoir. À partir de lundi jusqu'à vendredi, l'ADI, en partenariat avec les municipalités, va aller à la rencontre des futurs patrons de demain. Une plongée dans le monde de l'entrepreneuriat avec Pierre Bellucci et Leslie Vimenet. La nouvelle campagne de l'ADI a pour objectif de faire prendre conscience à l'ensemble de la population qu'il n'y a pas d'âge pour créer sa boîte. L'organisme du microcrédit professionnel tente ainsi d'encourager, de soutenir et d'accompagner tous ceux qui souhaitent créer leur entreprise, même si en fonction de l'âge, l'approche n'est pas exactement la même. On a deux approches différentes avec un jeune, alors souvent soit jeune diplômé, soit nous on a aussi un quart des jeunes que l'ADI soutient chaque année qui sont illettrés, mais pour autant qui ont un savoir-faire, qui du coup ont une transmission de savoir-faire par leur famille, par leurs parents, etc. et qui du coup sont en capacité de créer une entreprise et de gérer une entreprise. Donc l'approche est différente en effet, à l'inverse, un senior va souvent avoir derrière lui une expérience assez longue, assez importante, soit déjà en tant que chef d'entreprise, soit également en tant que salarié. Donc l'approche et l'attente les attentes vis-à-vis des services de l'ADI va être différente. Donc on va plutôt être dans une démarche d'accompagnement, ce qu'on appelle amont, c'est-à-dire travailler au projet de création d'entreprise, préparer le lancement d'une entreprise avec les jeunes, alors qu'avec les seniors, on va plutôt être sur une capitalisation de leur expérience et de leur savoir-faire pour les aiguiller sur la bonne entreprise, les bons services, et ensuite pour les deux, du coup, jeunes comme seniors, de leur proposer le financement le plus adapté à leurs besoins et à leur activité. À Mayotte, 8 conseillers de l'ADI sont en charge de l'analyse des dossiers, de l'octroi des microcrédits, de la gestion des prêts, mais également de l'accompagnement des porteurs de projets. En 2015, plus de 200 jeunes ont été financés pour la création ou le développement de leur micro-entreprise. Lorsque l'on sait que 46,1% des jeunes de 18 à 25 ans sont au chômage à Mayotte, le rôle de l'ADI semble aujourd'hui primordial dans le domaine de l'insertion professionnelle. Aujourd'hui, la création de son propre emploi est une vraie voie d'insertion, que ce soit sur des métiers, certes difficiles, mais un peu plus classiques, on va dire, comme la pêche, l'agriculture ou autre, même si aujourd'hui, il y a la technicité quand même qui devient de plus en plus nécessaire. Pour autant, aujourd'hui, il y a des vraies filières et des vrais métiers porteurs à Mayotte qui doivent être développés, à mon sens, comme le service à la personne, le service à domicile. À mon avis, c'est une filière d'avenir. En plus, aujourd'hui, il y a les nouveaux décrets d'application qui viennent d'être votés pour Mayotte. Donc, je pense qu'il faut saisir cette opportunité. Il y a également donc tout le secteur du numérique qui aujourd'hui va être en développement sur Mayotte. Voilà. Donc, il existe aujourd'hui des filières d'avenir. C'est aussi des sujets qu'on traitera toute la semaine avec les personnes qui viendront nous rencontrer. Mais voilà, clairement, on a des gens qui viennent nous voir avec une vraie motivation. Créer son entreprise, ça peut souvent être le fait par défaut parce qu'on ne trouve pas d'emploi salarié, mais globalement à Mayotte, les 1000 à 1200 entrepreneurs que l'on finance chaque année, peu importe leur secteur d'activité, le font parce qu'ils sont passionnés et qu'ils ont une vraie âme de chef d'entreprise. Plus de 70% des entreprises financées par l'ADI sont encore en activité après 2 ans d'exercice. Ce taux atteint 65% après 3 ans, soit des statistiques bien supérieures à la moyenne. Dès lundi et durant 5 jours, l'organisme va donc de nouveau partir à la rencontre de la population pour, pourquoi pas, dénicher les futurs grands entrepreneurs de demain. Ça va être 5 forums organisés dans le cadre des actions politiques de la ville de l'ADI, mais en partenariat avec 5 communes. Donc nous serons lundi à la mairie de Mamoudzou, mardi à la mairie de Bandrélé, mercredi nous serons à la mairie de Chiconi, jeudi nous serons à la maison des services publics de Amjago et vendredi nous serons à l'école maternelle de Chirangui. Donc les mairies s'impliquent en partenariat avec l'ADI pour cette campagne. C'est également une campagne menée en partenariat avec Pôle emploi. Et ce qui est à noter, c'est que chaque journée,
Les personnes vont pouvoir bénéficier d'informations collectives, de formations gratuites, puisqu'on va proposer 4 sessions de formation sur la journée pour les futurs porteurs de projets ou porteurs de projets, et également des stands d'information pour rencontrer les professionnels de l'ADI. Mayotte est un territoire où les opportunités sont nombreuses, malgré les difficultés. Mais encore faut-il y croire et oser se lancer dans l'aventure de l'entrepreneuriat. Et nous en parlions à l'instant, la situation au gîte du Bengali Nailani à Foussati a réussi à rejoindre nos studios. Pierre Bellucci, les aléas du direct, mais nous avons beaucoup de questions à lui poser sur cette situation. Effectivement, elle vient de nous rejoindre, on en parlait, on attendait beaucoup votre venue, effectivement, parce que on a l'impression qu'il y a beaucoup d'opacité autour de tout ça. La préfecture ne communique pas, vous l'avez dit aussi vous-même. Où est-ce qu'on en est, notamment au niveau des conventions aujourd'hui, entre la préfecture et votre institution? Bonjour à tous les téléspectateurs de Kwezi. La convention qu'on avait avec la préfecture, elle est bel et bien terminée depuis un moment, depuis que j'étais passé ici, je l'avais dit. Donc pour l'instant, on est en attente de relogement de toutes les familles qui sont sur place et en espérant quand même pouvoir libérer le Bengali le plus rapidement possible. Vous n'avez pas signé tout dernièrement une nouvelle convention? Vous n'avez pas reçu de nouveaux financements au niveau de la préfecture? C'est prévu les financements, mais pour l'instant, il y a... Alors justement, qu'est-ce qui est prévu à ce niveau-là? Parce que vous m'avez dit tout à l'heure par téléphone que vous aviez la charge du relogement des familles. Oui. C'est-à-dire, comment ça se passe exactement? En fait, on s'est mis d'accord entre la préfecture et l'ACFAV et la Croix-Rouge de travailler en étroite collaboration pour qu'on puisse quand même reloger tout le monde, parce que la situation est là tellement duré, ça fait bientôt 5 mois qu'on va débuter la 5e mois. Donc c'est plus difficile de plus en plus en tant que propriétaire. On n'arrive plus à travailler comme il faut. Donc on a pris la situation nous-mêmes en tant que gérant du Bengali à aider, parce qu'on est plus en contact avec certains propriétaires dans les villages pour pouvoir aider aussi la préfecture et aider le maximum de gens le plus rapidement possible. Alors justement, on en est où au niveau du relogement? Au niveau du relogement, le Bengali, aujourd'hui, il a relogé à son encontre quand même plus de 7 familles. L'ACFAV et la Croix-Rouge et la préfecture en a relogé 4. Et là, bientôt, il y en aura d'autres relogements. D'ici lundi, il y aura encore 5 relogements en plus. D'ici la fin de l'après-midi du lundi, il nous restera que 14 familles sur place. Alors, est-ce que la préfecture vous donne de l'argent pour ce relogement? Comment ça se passe? Je sais que vous leur fournissez notamment du matériel, de la literie, notamment. Comment ça se passe exactement? C'est du matériel qu'eux-mêmes ils ont utilisé au Bengali. Donc, ils me demandent s'ils peuvent partir avec. Pour moi, de toute façon, je ne peux plus réutiliser comme pendant ce talent. Donc, on les offre quand même pour qu'ils puissent... partir et avoir au moins un endroit pour se poser la tête le soir. Est-ce que justement vous avez de l'argent pour ça? Vous avez un budget pour le relogement? Et où est-ce qu'ils sont relogés surtout? Nous, de notre côté, on essaie de discuter avec des propriétaires privés et on a mis en place un concert qui aura lieu en même temps avec des préventes qui est dédié aux expulsés. Donc, on essaie de les aider au fur et à mesure par rapport aux entrées que le Bengali, on leur donne au fur et à mesure. On essaie à payer 3 mois de loyer pour pouvoir caser tout le monde au fur et à mesure. Quand est-ce que la situation devrait rentrer dans l'ordre? C'est-à-dire que toutes les familles seront relogées? Vous avez une date? 3 mois, c'est ça? Malheureusement, je ne saurais vous le dire parce qu'on m'avait déjà dit que ça serait fin août et on en est encore 1 mois de plus. Donc si je vous le dis ce soir, je vais mentir. Et ce que je sais, c'est que d'ici lundi soir, il ne nous restera que 14 familles. Ça, c'est une certitude, je peux vous le confirmer. Juste quelques derniers mots. Vos relations avec la préfecture, parce qu'ils communiquent très peu sur le sujet. Vos relations avec la préfecture actuellement, quelles sont-elles? Est-ce que ça se passe plutôt bien ou est-ce que c'est quand même compliqué?
Ça s'est beaucoup amélioré, parce que au départ c'était pas facile pour faire entendre les choses, mais ne serait-ce que je laisse pas faire non plus. Je vais tous les jours s'il faut et j'appelle à n'importe quel moment s'il y a besoin. Donc pour l'instant il y a une bonne relation entre que ce soit la préfecture, la Croix-Rouge et l'ACFAV qui a pris le relève. On terminera là-dessus. Vous avez dit que vous ne regrettiez pas votre geste. Est-ce que vous seriez prêt à le refaire à nouveau ? On parle déjà de décasage. Prochainement, vous seriez prêt à le refaire ou c'est quand même quelque chose qui a été trop compliqué à vivre pour vous et aussi peut-être pour tout le monde, pour votre famille, on ne sait pas. Comment vous voyez la situation et si on vous demandait à nouveau, si la préfecture vous demandait à nouveau de réitérer votre geste, vous le referiez ? Je le répète encore, je ne regrette pas ce que j'ai fait. S'il y a besoin, je le referai. Ne serait-ce que quand même que c'est une situation quand même très très difficile. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions et d'être venu malgré le fait que vous étiez dans le sud il y a quelques minutes de ça. Ouais, on était sur le chemin de retour. Normalement, c'est les imprévus. Donc, on avait à reloger des gens. Donc, on m'a appelé à la dernière minute, vers 16h. J'étais aussi dans l'obligation d'honorer quand même les rendez-vous de l'autre côté. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci Naïla Foussati pour votre intervention. Merci également à vous Pierre Bellucci. On vous retrouvera dès lundi. Et que s'est-il passé dans l'actualité en bref ? Je vous propose à présent de faire un petit tour d'horizon du reste des nouvelles de ce vendredi 7 octobre. C'est tout de suite dans l'actualité en bref. Alors que les reconduites à la frontière se poursuivent à un rythme jamais atteint depuis plusieurs semaines, un problème de taille se pose actuellement. Depuis 3 jours, le navire Maria Galanta est bloqué à Anjouan au port de Moutsamodou. En effet, l'équipage du bateau a été pris par les douanes comoriennes en flagrant délit de transbordement de carburant sur un autre armement. Une pratique interdite car synonyme de risque de pollution. En effet, l'armateur doit d'abord passer par le service des hydrocarbures comoriens afin de s'acquitter des taxes. Mais face au délit, l'amende s'élève à près de 100 000 € et doit être impérativement réglée pour que le Maria Galanta regagne Mayotte. En attendant, les reconduites à la frontière, particulièrement nombreuses ces derniers jours, ne peuvent avoir lieu, tandis que le centre de rétention administrative n'est plus à même d'accueillir de nouveaux arrivants. Le 1er octobre 2014, l'école de la deuxième chance voyait le jour. Depuis mars 2015, les premiers groupes de stagiaires ont intégré l'institution qui permet à des jeunes de 18 à 25 ans de reprendre leurs études après avoir quitté le système scolaire. En 2015, 74 jeunes ont ainsi été accueillis, dont 72% sont issus des quartiers prioritaires politiques de la ville. À ce jour, 100 structures ont reçu des stagiaires de l'école pour plus de 200 stages effectués. Et depuis hier matin, la structure a de quoi se réjouir suite à la signature d'une convention avec la Chambre de commerce et de l'industrie de Mayotte. Objectif, orienter les élèves par la découverte de différents métiers grâce notamment à la mise en place d'actions d'information à destination des stagiaires. En clair, la CCI et l'école de la deuxième chance vont travailler de pair afin qu'un maximum d'élèves réussissent à s'insérer dans le monde du travail. La concurrence continue de faire rage entre les différentes compagnies aériennes qui desservent l'île aux Lagons. Lors du récent salon Top Reza, Corsair avait ainsi annoncé la mise en place du paiement des billets en 3 fois avec frais, mais sans appliquer cette nouveauté à Mayotte. De quoi faire bondir le crâne le conseil représentatif des associations noires qui avait mis en demeure la compagnie afin qu'elle revienne rapidement sur cette discrimination. Et c'est désormais chose faite. En effet, Corsair International indique que l'essai va être étendu à Mayotte. Mais comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, le même jour à La Réunion, la compagnie low cost French Blue a annoncé que sa nouvelle ligne qui ouvrira le 17 juin offrira des sièges à partir de 498 € sur l'aller-retour Réunion-Paris, de quoi faire trembler les compagnies régionales et se réjouir les voyageurs locaux. Et la 4e édition de Canal+ Ciné-Brousse a débuté il y a seulement 30 minutes à Combagny. Jusqu'à mardi, le cinéma mobile en plein air prendra place à Chirongi, Iloni,
Zoumonier ou encore l'Abattoir, un événement annuel gratuit qui l'an passé avait réuni plus de 3500 spectateurs. Cette année, les organisateurs ont obtenu le soutien du réseau de bus Allo qui prend en charge le transport d'une partie des spectateurs. Au programme projection, animation, mais aussi sensibilisation à la non-violence, en présence du jeune artiste Enel, ambassadeur d'Allo Bus et grand gagnant du concours Trace TV. Zoom sur le cinéma en brousse, en plein air, dans ce sujet signé Pierre Bellucci et Leslie Vimonet. Le Canal+ Ciné-Brousse revient à Mayotte dès ce soir pour une 4e édition qui promet déjà de ravir petits et grands. Au programme cette année 2 blockbusters et un public que les organisateurs espèrent toujours plus nombreux. Il faut s'attendre encore une fois à de belles surprises. On a 2 beaux films, un dessin animé pour les enfants, Les Mignons, et puis un film pour les adultes, Fast and Furious 7. Donc on a 5 dates. On va, comme l'année dernière, sillonner toute l'île de Mayotte. On sera sur Grande Terre et Petite Terre. C'est devenu un vrai rendez-vous pour les Mahorais. On attend, on espère, entre 4000 et 5000 personnes. Donc voilà, on espère battre le record de l'année dernière. On était à peu près à 3000, 3500 personnes. Donc on demande aux Mahorais de venir nombreux nous suivre cette année. Et on est très contents cette année puisqu'on a mis en place un partenariat avec les bus Allo qui vont aller sur les petits villages et proposer des navettes gratuites pour les Mahorais, leur permettre donc d'assister au Ciné-Brousse et c'est un confort supplémentaire pour pouvoir se déplacer en toute tranquillité. Donc navette aller et retour. Autre nouveauté, pour la première fois, le Ciné-Brousse est organisé pendant les vacances scolaires et en présence du jeune artiste Enel qui doit se produire entre les 2 films du soir. À partir de 18h30, on commence avec le film Les Mignons et on enchaîne avec un entracte avec Enel, qui est l'ambassadeur de Allo et qui est le gagnant du Trace Music Star 2015. Donc il est là avec nous cette année pour nous faire un petit showcase et faire une petite intervention sur la semaine de la non-violence, donc avec un petit discours de prévention. Et ensuite, on enchaîne avec Fast and Furious vers 20h30 et fin de soirée avec distribution de goodies et puis voilà, pas mal d'animations prévues sur ces séances. Projection, sensibilisation, animation, Canal+ en partenariat avec les municipalités et d'autres partenaires comme Kwezi souhaite que ces 5 séances représente un moment festif pour tous les participants. Alors on a un gros partenariat aussi avec la compagnie EWA qui chaque soir offrira un billet d'avion Mayotte-Madagascar aux personnes qui seront présentes au Ciné-Brousse. Donc venez nombreux, voilà, il y a 2 beaux films, des belles surprises, de beaux cadeaux à gagner, on vous attend nombreux. Venez tous et on veut que tout le monde soit content de cette fête, profiter des vacances scolaires pour venir passer un moment sympa en famille, entre amis, voilà, avec plein de monde. Voilà. On vous attend tous et on aimerait que tout le monde soit super content de pouvoir profiter de ce cinéma en plein air sous les étoiles. Une séance en plein air sous les étoiles du ciel mahorais. Voilà ce qu'offre le Canal+ Ciné-Brousse. Et nul doute que la population sera encore au rendez-vous. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi, de nous rester fidèles. Une édition rediffusée à partir de 21h sur KTV et à retrouver en replay sur l'ensemble de nos réseaux sociaux. Passez un agréable week-end. Pêcheurs, plaisanciers, attention, si vous devez sortir en mer, soyez prudents. N'hésitez pas à consulter les services de météo qui sont accessibles à tous et gratuits sur www.meteofrance.yt. Pour l'information, restez connectés sur l'infoquezy.fr tout au long du week-end et rendez-vous dès lundi matin pour une nouvelle matinale. Quant à moi, je vous retrouve avec grand plaisir pour une nouvelle édition du journal lundi soir, même heure, même chaîne. Belle soirée à vous, Kwaheri.